le 21 janvier 1941 à Freeport, Texas. Le magnésium fondu, d'une blancheur éclatante à 1292 degrés, coulait du bain électrolytique dans un moule en fonte. Les travailleurs de la toute nouvelle usine chimique Dow observèrent la solidification du premier lingot de magnésium extrait de l'eau de mer, un métal blanc argenté qui allait devenir crucial pour la puissance aérienne américaine en l'espace de quelques mois. Ce moment marquait l'accomplissement du rêve de Herbert Dow, initié en 1924, de mineur l'océan. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un métal utile à des fins commerciales avait été extrait directement de l'eau de mer à une échelle industrielle. Le timing était extraordinaire. Cette usine entra en activité seulement 11 mois avant l'attaque de Pearl Harbor, exactement au moment où l'Amérique en aurait eu le plus besoin. En l'espace d'un an, les États-Unis seraient en guerre et l'usine de Freeport produirait 84% de l'approvisionnement en magnésium du pays. Sans ce métal, léger, solide et essentiel à la construction d'avions, la campagne aérienne alliée aurait été impossible. Voici l'histoire documentée de la manière dont Dow Chemical transforma le golfe du Mexique en une mine en traitant 800 tonnes d'eau de mer pour chaque tonne de magnésium et ce faisant, contribua à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Le magnésium est partout et nulle part. En tant que 8e élément le plus abondant sur Terre, il représente environ 2% de la croûte terrestre. Il est le 3e élément dissous dans l'eau de mer à des concentrations avoisinant 1300 parties par million. Pourtant, malgré cette abondance, le magnésium ne se trouve pas sous forme métallique naturelle. Sa réactivité chimique est si forte qu'il existe uniquement sous forme de composés, carbonate, chlorure, sulfate. Pour obtenir le magnésium métallique pur, il faut de la chimie et d'énormes quantités d'énergie. La découverte initiale du métal revient au chimiste écossais Joseph Black, qui effectua des expériences avec le carbonate de magnésium dans les années 1750. En 1808, le chimiste britannique Humphrey Davy rapporta que la magnésie était l'oxyde d'un nouveau métal. Bien qu'il n'ait pas pu l'isoler sous forme pure, il fallut attendre 1828 pour que le scientifique français Antoine Busucy réussisse à obtenir le magnésium sous forme métallique pure grâce à la réduction chimique. La production commerciale de magnésium débuta en Allemagne en 1886 grâce à l'utilisation de cellules électrolytiques mises au point par le chimiste allemand Robert Bunsen. L'Allemagne domina la production mondiale de magnésium pendant les 3 décennies suivantes, extrayant le métal à partir de carnérite et d'autres dépôts minéraux. Ce monopole allait se révéler stratégiquement important lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, Herbert Dow, le fondateur de Dow Chemical Company à Midland, Michigan, reçut des nouvelles concernant une nouvelle arme utilisée sur le front occidental. Ces projectiles étoilés brillaient d'une lumière étrange en descendant au-dessus des tranchées ennemies, les illuminant pour l'attaque. Le composant clé de ces fusées incendiaires était le magnésium, un métal qui brûlait d'une lumière blanche éclatante. Le blocus naval britannique contre l'Allemagne avait coupé toutes les exportations de magnésium. Les prix explosèrent immédiatement. Le magnésium, qui se vendait quelques centimes la livre avant la guerre, atteignit 2,75 $ la livre du jour au lendemain, une augmentation de 450%. Herbert Dow, avec une demi-douzaine d'autres entreprises américaines, commença rapidement à fabriquer du magnésium pour combler cette pénurie. Mais Dow avait un avantage unique. Sous son usine chimique de Midland, Michigan, se trouvaient des dépôts de saumure préhistoriques, des résidus d'anciennes mers riches en chlorure de magnésium. Dow avait déjà trouvé comment extraire le brome et le chlore de cette saumure par électrolyse. Mais extraire et vendre des produits chimiques était une chose. Fabriquer des métaux en était une autre. Les métaux nécessitent des températures beaucoup plus élevées, des conceptions de cellules différentes et des compétences que l'entreprise de Dow ne possédait pas encore. Après une période d'essais et d'erreurs, les employés de Dow produisirent le premier lingot de magnésium en 1916. Ce n'était qu'un petit gâteau issu d'une cellule électrolytique expérimentale, mais cela prouvait le concept. En 1918, Dow avait vendu 3852 livres de magnésium, presque toutes destinées à l'effort de guerre. Mais la campagne autour des pistons échoua finalement sur le plan commercial.
Bien que les avantages en termes de performance fussent réels, le coût plus élevé du magnésium et sa tendance à se corroder dans certains environnements limitaient son adoption. Les constructeurs automobiles restèrent fidèles à l'aluminium, technologie déjà éprouvée. À la fin des années 1920, l'activité magnésium de DAO était à peine rentable. L'entreprise extrayait le magnésium des dépôts de saumure du Michigan, mais les volumes étaient limités. Herbert Dow cherchait toujours la percée qui rendrait le magnésium économiquement viable. Puis il eut une révélation. Si la saumure était simplement le résidu d'anciens océans, pourquoi ne pas extraire le magnésium directement de l'eau de mer elle-même ? L'océan était une ressource pratiquement infinie. C'était une idée audacieuse. Extraire un métal de l'eau de mer avec une concentration de seulement 0,13%, nécessitant le traitement de centaines de tonnes d'eau pour chaque tonne de métal. Herbert Dow commença donc à planifier le projet d'extraction à partir de l'eau de mer. Mais, le 15 octobre 1930, il mourut soudainement à l'âge de 64 ans. La vision de son père allait désormais revenir à son fils pour être menée à bien. Willard Henry Dow avait été préparé depuis sa naissance pour diriger l'entreprise de son père. Né en 1897, il passait ses étés durant ses années universitaires à travailler comme ouvrier à l'usine d'Owo, passant d'un département à l'autre en combinaison de travail, apprenant le métier de fond en comble. Lors de la mort de Herbert Dow en octobre 1930, la transition de Willard à la présidence se fit sans heurts. À 33 ans, il prenait les rênes de l'entreprise chimique juste au moment où la Grande Dépression dévastait l'économie américaine. La plupart des dirigeants d'entreprises prenaient des mesures d'austérité, réduisaient les coûts et repoussaient leurs projets d'expansion. Willard Dow fit l'inverse. Comme son père, il considérait la recherche, et non la production ou les ventes, comme la clé de l'avenir de l'entreprise. Malgré la dépression, il approuva des dépenses importantes pour la recherche sur les produits chimiques, les plastiques et l'extraction de produits chimiques à partir de l'eau de mer. Le projet d'extraction d'eau de mer devint une priorité. Au milieu des années 1930, Dow installa une usine pilote à Curry Beach, en Caroline du Nord, afin de perfectionner le procédé d'extraction de produits chimiques directement de l'océan. L'usine se concentra initialement sur la production de brome qu'elle vendait à la société Ethel pour la fabrication d'additifs pour l'essence anti-NOx. L'opération de Curry Beach fut un véritable succès. L'usine pilote traita plus de 6000 cubes d'eau de mer pour produire près de 2,4 milliards de livres de brome. Le processus fonctionnait. Dow avait prouvé que l'extraction chimique à échelle industrielle à partir de l'eau de mer était économiquement viable. Mais le magnésium nécessitait beaucoup plus d'énergie que le brome. Le métal devait être produit par électrolyse à haute température et non par simple précipitation chimique. La technologie devait encore être développée et l'économie restait incertaine. Puis des événements mondiaux intervinrent. La guerre arrivait en Europe et soudain, le magnésium n'était plus un simple projet de recherche intéressant, il devenait une nécessité stratégique. À la fin des années 1930, l'aviation militaire transformait la guerre. Les avions devenaient plus rapides, volaient plus de haut et transportaient une plus grande charge. Mais la performance était limitée par le poids. Chaque livre économisé sur la structure des avions signifiait plus de bombes, plus de carburant, une portée plus grande, une vitesse plus élevée. Les alliages de magnésium offrirent des économies de poids considérables. Avec une densité de 1,74 g/Wi, soit environ 2/3 de celle de l'aluminium, le magnésium était le métal de structure le plus léger disponible. Les fabricants d'avions en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis incorporaient de plus en plus de composants en magnésium dans leurs nouvelles conceptions. Blocs moteurs, boîtiers de transmission, ensemble de roues, structures. Partout où la réduction du poids était essentielle, le magnésium devenait attractif. Les propriétés du métal n'étaient pas parfaites. Il se corrodait plus facilement que l'aluminium et était plus coûteux à travailler. Mais pour les avions militaires haute performance, l'avantage en termes de poids l'emportait sur ses inconvénients. En 1940, la capacité totale de production de magnésium des États-Unis était d'environ 6000 tonnes par an. L'Allemagne, quant à elle, produisait plus de 30 000 tonnes annuellement à partir de ses dépôts minéraux. La Grande-Bretagne s'efforçait d'augmenter sa production à travers son installation Magnesium Electron Limited. Alors que la guerre se propageait en Europe en 1940, l'importance stratégique du magnésium devenait de plus en plus évidente. La Luftwaffe allemande construisait des bombardiers et des chasseurs utilisant des composants en magnésium.
La Grande-Bretagne, luttant pour sa survie, avait désespérément besoin de magnésium pour la production d'avions et se trouvait en pénurie. En décembre 1940, la Grande-Bretagne se tourna vers les États-Unis pour obtenir de l'aide. Les fabricants américains pouvaient-ils fournir du magnésium ? La réponse était frappante. Pas à l'échelle nécessaire. La capacité de production des États-Unis était insuffisante pour couvrir les besoins nationaux, encore moins pour approvisionner la Grande-Bretagne. Le gouvernement américain reconnut que si les États-Unis entraient en guerre, le magnésium serait aussi crucial que l'acier ou l'aluminium. Une expansion massive de la capacité de production était essentielle. Mais d'où viendraient les matières premières ? Les dépôts de saumure du Michigan étaient déjà à pleine capacité. Les dépôts minéraux existaient, mais leur développement prendrait des années. Willard Dow avait la réponse. L'océan. Dow Chemical devait construire la plus grande usine de magnésium du monde, et il lui fallait l'emplacement idéal. Le processus d'extraction de magnésium à partir de l'eau de mer nécessitait 4 ressources clés, de l'eau de mer, de l'eau douce, une énergie abondante et une source de calcium. En janvier 1940, le conseil d'administration de DAO se réunit dans un hôtel à Corpus Christi, au Texas, pour choisir entre 2 sites sur la côte du Golfe, Corpus Christi et Freeport. La plupart des membres du conseil favorisaient Corpus Christi jusqu'à ce qu'un vent du nord arrive en ville, accompagné d'une tempête de glace massive. Le conseil prit alors la décision de se déplacer vers Freeport où le soleil brillait. Le 7 mars 1940, Dow acheta 800 acres en bordure du port de Freeport. Le timing était parfait et l'emplacement idéal. Freeport se trouve sur le golfe du Mexique, à l'embouchure du fleuve Brazos, offrant un accès à la fois à l'eau de mer et à l'eau douce. La région disposait de réserves abondantes de gaz naturel pour l'énergie et la côte du Golfe regorgeait de coquilles d'huîtres riches en carbonate de calcium qu'il était possible de calciner pour produire de la chaux, l'oxyde de calcium nécessaire pour le processus d'extraction. La construction commença immédiatement. L'ampleur du projet était gigantesque. 3 usines distinctes devaient être construites simultanément. Une usine de chlore caustique débutant en décembre 1940, une usine de chaux utilisant des coquilles d'huîtres au début de 1941, et l'usine de magnésium à partir de l'eau de mer elle-même. L'usine de chlore était cruciale car le processus DAO nécessitait de l'acide chlorhydrique pour dissoudre l'hydroxyde de magnésium précipité. Le chlore produit pendant l'électrolyse du magnésium serait recyclé en acide chlorhydrique par réaction avec le gaz naturel, créant ainsi un circuit fermé. La construction de l'infrastructure pour accueillir des milliers de travailleurs et de futurs employés de l'usine représentait un défi de taille. Freeport, en 1940, était une petite ville. Dow fit appel à des urbanistes et des architectes pour créer une nouvelle communauté, Lake Jackson, afin d'héberger les ouvriers. En seulement 8 mois, entre 1940 et 1941, l'entreprise construisit non seulement un complexe chimique, mais aussi une ville entière. Le rythme de la construction était extraordinaire. Le projet fut achevé en moins d'1 an, porté par l'urgence croissante alors que la guerre dévastait l'Europe et que la probabilité d'une implication américaine augmentait chaque jour. Le 21 janvier 1941, le premier lingot de magnésium extrait de l'eau de mer fut coulé à Freeport. L'usine avait une capacité de production prévue de 18 000 tonnes par an, soit 3 fois la capacité totale de production des États-Unis avant cela. 11 mois plus tard, le 7 décembre 1941, le Japon attaquait Pearl Harbor. L'Amérique entra en guerre avec une usine de magnésium à partir de l'eau de mer déjà en fonctionnement. Le timing, comme l'a noté un historien, était tout simplement génial. Le processus d'extraction de magnésium à partir de l'eau de mer de DAO représentait un exploit d'ingénierie exceptionnel qui transformait 800 tonnes d'eau de mer en 1 tonne de magnésium métallique à travers une série d'étapes chimiques. Première étape, la précipitation, consistant à faire décanter. L'eau de mer était pompée dans de grands réservoirs et mélangée avec de l'oxyde de calcium, ou chaux, produit en chauffant des coquilles d'huîtres. Cette chaux réagissait avec le chlorure de magnésium dissous dans l'eau de mer, provoquant la précipitation de l'hydroxyde de magnésium. Le chlorure de magnésium plus l'hydroxyde de calcium ou chaux deviennent de l'hydroxyde de magnésium et du chlorure de calcium. L'hydroxyde de magnésium se déposait au fond du réservoir sous forme d'une boue épaisse et blanche. Cette étape concentrait le magnésium de 0,13% dans l'eau de mer à environ 2 à 3% dans la boue, soit une concentration multipliée par 10.
Deuxième étape, la conversion en chlorure, pour revenir à l'étape initiale. La boue d'hydroxyde de magnésium était filtrée puis réagissait avec de l'acide chlorhydrique pour être convertie en une solution concentrée de chlorure de magnésium. L'hydroxyde de magnésium plus l'acide chlorhydrique deviennent du chlorure de magnésium et de l'eau. Troisième étape, l'évaporation pour éliminer l'eau. La solution de chlorure de magnésium était séchée à travers une série d'étapes de chauffage pour retirer toute l'eau, laissant derrière elle un chlorure de magnésium anhydre, c'est-à-dire sans eau. Cette étape était cruciale. Toute eau résiduelle compromettrait la dernière étape, l'électrolyse. Le produit final devait contenir moins de 0,5% d'humidité. Quatrième étape, l'électrolyse pour séparer avec de l'électricité. Le chlorure de magnésium sec était fondu à environ 700 Crondigich NO292 de Cruyff et introduit dans des cellules électrolytiques. Un courant électrique était passé à travers le sel fondu pour le décomposer. Le chlorure de magnésium devient du magnésium et du gaz chlore. Le magnésium fondu, plus léger que le bain de sel, flottait à la surface où il était récupéré et versé dans des moules en fer. Le gaz chlore produit était capturé et réagit avec du gaz naturel ou du méthane pour régénérer l'acide chlorhydrique nécessaire à l'étape 2. Le gaz chlore plus le méthane deviennent de l'acide chlorhydrique et du carbone. Ce processus créait un système dans lequel le chlore était principalement recyclé, rendant le processus largement autonome. L'utilisation de l'énergie était extrêmement intensive. Extraire du magnésium de l'eau de mer nécessitait des températures très élevées et était dangereux avec des températures atteignant les 700 degrés sacrés dans les cellules électrolytiques. Les travailleurs étaient confrontés à du métal en fusion, des produits chimiques hautement corrosifs et du gaz chlore dangereux, ce qui nécessitait une vigilance constante et un équipement de protection. Malgré les défis, le processus fonctionnait et quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor, l'usine fonctionnait à pleine capacité, 24 heures sur 24. L'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale transforma l'industrie du magnésium du jour au lendemain. Avant la guerre, la production mondiale totale était d'environ 32 000 tonnes par an. En 1942, la production américaine seule avait atteint 184 000 tonnes, soit près de 6 fois la production mondiale d'avant-guerre. L'usine de Freeport de DAO fournissait 84% de la production américaine de magnésium en 1942. L'usine fonctionnait en continu avec des équipes de travail en rotation pour maintenir les cellules électrolytiques en marche 24 heures sur 24. La production augmentait régulièrement à mesure que DAO optimisait le processus et étendait sa capacité. En décembre 1941, DAO reçut le prix d'excellence en génie chimique de la revue scientifique Chemical and Metallurgical Engineering pour ses recherches pionnières sur l'extraction du magnésium à partir de l'eau de mer. Cette reconnaissance était amplement méritée. DAO avait accompli quelque chose de sans précédent dans l'histoire industrielle. Le gouvernement des États-Unis reconnut que même la capacité de Freeport ne suffisait pas. En 1942, le gouvernement finança la construction d'une deuxième usine de magnésium à partir de l'eau de mer à Velasco, Texas, à quelques kilomètres de Freeport. Construite par une autre entreprise, mais en utilisant le procédé DAO, cette usine ajouta des milliers de tonnes de capacité annuelle. La pénurie de magnésium était si grave que le gouvernement finança également l'expansion de la production traditionnelle à partir des sources minérales en Californie, au Nevada et dans d'autres États. Mais les usines d'extraction de magnésium à partir de l'eau de mer représentaient l'essentiel de l'augmentation de la capacité pendant la guerre. DAO devint le principal fournisseur de magnésium pour les avions américains et britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le métal était utilisé dans les blocs moteurs des bombardiers, les composants structurels des chasseurs et dans de nombreuses autres applications. Chaque B-17 Flying Fortress, chaque B-24 Liberator, chaque P-51 Mustang contenaient des composants en magnésium. Les publicités de DAO de 1941 à 1945 mettaient en scène des images dramatiques. Des pirates trouvant un trésor argenté dans la mer, des lingots de magnésium empilés comme des barres de précieuses, des avions de guerre survolant les cieux. Le texte soulignait que DAO récupérait des millions de livres de magnésium de l'eau de mer pour que les avions de guerre puissent voler plus vite et plus loin. L'ironie n'échappait pas aux observateurs. L'Amérique minait littéralement l'océan pour construire des avions destinés à bombarder l'Allemagne, le pays qui avait dominé la production de magnésium avant la guerre.
La construction rapide et l'exploitation de l'usine de Freeport nécessitaient des milliers de travailleurs, créant un défi de taille en matière de logement. Freeport et les communautés avoisinantes ne pouvaient pas accueillir un tel afflux. Dow commanda la création de Lake Jackson, une communauté planifiée construite spécifiquement pour soutenir l'opération de magnésium. En seulement 2 mois, en 1940, le camp chimical fut construit, des logements, des écoles, des commerces et des infrastructures pour ce qui deviendrait la plus grande ville du comté de Brazoria. Leoa Curtis, l'un des premiers employés du Michigan envoyé au Texas pour aider à démarrer l'usine de magnésium, se souvient de sa première visite sur le site qui deviendrait Lake Jackson. Lorsque Dutch Bud annonça où serait situé Lake Jackson, c'était en gros une terre vide. Nous devions tout construire à partir de zéro et rapidement. Curtis devint l'un des premiers directeurs de l'usine à l'âge de 24 ans. Son expérience était typique. De jeunes ingénieurs et chimistes se voyaient mêler confier d'énormes responsabilités, travaillant de longues heures sous une pression intense pour maintenir la production. Le travail était dangereux. Dans les premières années, Leroy Cervenka notait qu'il produisait environ 1 livre de boue, de scorie, pour chaque 10 livres de magnésium. Cette boue devait être retirée des cellules électrolytiques tout en maintenant leur température de fonctionnement à 1292 degrés, 700 degrés. Les travailleurs portaient un équipement de protection, mais des accidents se produisaient. Les brûlures dues au métal en fusion et l'exposition au gaz de chlore étaient des risques professionnels. Au fil du temps, à mesure que les ingénieurs optimisaient le processus, ils réduisirent la production de boue à seulement 1/10 de livre pour 10 livres de magnésium, une amélioration considérable de l'efficacité. Mais atteindre cet objectif nécessitait des expérimentations constantes et des raffinements sous la pression de la production en temps de guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin en août 1945, la demande de magnésium s'effondra immédiatement. La production totale des États-Unis tomba d'un pic de guerre de 184 000 tonnes à seulement 15 700 tonnes en 1950, une diminution de 91%. La raison était simple. La demande militaire avait soutenu cette production pendant la guerre. Les marchés civils pour le magnésium existaient mais étaient limités. Le coût de l'énergie augmenta après la guerre, réduisant les marges bénéficiaires et rendant le magnésium moins compétitif par rapport à l'aluminium. Willard Dow avait anticipé ce problème. En 1946, après la fin de la guerre, il établit un département distinct pour le magnésium au sein de Dow Chemical. Ce n'était plus un simple produit chimique parmi d'autres, mais une unité commerciale indépendante, avec sa propre organisation et direction. Dow investit dans le développement de marchés civils, biens de consommation, pièces automobiles, technologies de photogravure et systèmes de traitement de surface. L'entreprise réussit à maintenir la production, bien que celle-ci fût bien inférieure au niveau de guerre. Une application notable arriva en 1962. Le satellite Telstar, premier satellite de communication actif, utilisait des composants en magnésium. Dow fit la publicité de cela comme preuve que le magnésium était véritablement le métal de l'ère spatiale. De l'extraction du magnésium de l'eau de mer à son lancement en orbite, un arc poétique. Cependant, l'économie restait difficile. Dans les années 1950 et 1960, à mesure que le commerce mondial se redressait, les importations de magnésium en provenance de pays à coût énergétique plus bas commencèrent à remplacer la production nationale. Le processus énergivore de Dow devenait moins compétitif. Dans les années 1970, le magnésium connut un bref regain lorsque le contrôle des prix imposé par le président Nixon fixa le prix à 35 cents la livre. Lorsque ces contrôles furent relevés, les prix augmentèrent, mais la concurrence de producteurs chinois entrant sur le marché se fit également sentir. Dans les années 1980, la Chine produisait du magnésium à des prix que Dow ne pouvait pas égaler. En 1990, Dow, qui avait été le plus grand fabricant mondial de magnésium pendant des décennies, perdit cette position au profit des producteurs chinois. Puis vint le coup fatal. En septembre 1998, l'ouragan Francis frappa la côte du Texas avec une force dévastatrice. L'usine de magnésium de Freeport subit de lourds dégâts dus aux inondations et à la montée des eaux. Associée à une économie déjà marginale, Dow prit la décision de ne pas reconstruire. L'usine fut démantelée et rapidement détruite, mettant fin à 57 ans de production continue.
Sur le site qui avait autrefois abrité la plus avancée des usines d'extraction de magnésium à partir de l'eau de mer, il ne resta que des fondations de béton et des souvenirs. Le procédé d'extraction du magnésium à partir de l'eau de mer de DAO avait accompli quelque chose de remarquable. Il avait prouvé que l'on pouvait exploiter les océans pour extraire des métaux à une échelle industrielle. Avant 1941, cela était considéré comme de la science-fiction. Après Freeport, c'était devenu une technologie prouvée. Pendant ces années d'exploitation, de 1941 à 1998, l'usine de Freeport et ses installations successeurs produisirent des centaines de milliers de tonnes de magnésium qui permirent à la campagne aérienne alliée durant la Seconde Guerre mondiale, au développement de l'aviation à réaction et de l'exploration spatiale, aux avancées en ingénierie automobile et aux appareils électroniques de consommation moderne d'atteindre leur plein potentiel. Ce processus influença la manière de penser l'extraction des ressources. Si l'on pouvait extraire du magnésium de l'eau de mer à une concentration de 1300 parties par million, qu'en était-il des autres matériaux ? Depuis, des chercheurs ont exploré l'extraction de l'uranium, du lithium, des terres rares et d'autres éléments de l'eau de mer. Aujourd'hui, des entreprises comme Magrathia Metals développent des procédés modernes d'extraction du magnésium à partir de l'eau de mer, s'appuyant sur la base que DAO avait établie. L'intégration potentielle avec les usines de dessalement utilisant de la saumure riche en magnésium comme matière première offre des avantages en matière de durabilité qui n'est pas disponible dans les années 1940. L'héritage environnemental est mitigé. Le procédé de DAO était relativement propre selon les normes industrielles. L'eau de mer était retournée à l'océan après l'extraction du magnésium. Les coquilles d'huîtres fournissaient du calcium renouvelable et le chlore était recyclé plutôt que rejeté. Cependant, l'intensité énergétique du procédé entraînait des émissions substantielles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de gaz naturel. Les calculs modernes estiment que ce procédé produisait entre 5 et 10 kg de CO2 équivalent par kilogramme de magnésium, bien moins que certains procédés concurrents, mais toujours significatifs à une échelle industrielle. Ironiquement, le succès de DAO dans l'approvisionnement en magnésium pour l'effort de guerre entraîna des accusations de pratiques monopolistiques de la part du gouvernement américain, celui-ci étant devenu le producteur dominant aux États-Unis. En effet, en étant pratiquement la seule entreprise américaine à avoir maintenu la production de magnésium entre les deux guerres, DAO fit face à des accusations de monopole. Ces accusations furent finalement résolues, mais elles mirent en lumière une réalité inconfortable. Certaines industries stratégiques nécessitent parfois des approches monopolistiques pour maintenir une capacité pendant les périodes de paix. Le gouvernement souhaitait la concurrence, mais aussi une offre garantie pour la défense nationale. DAO argumenta qu'il avait maintenu la production de magnésium lorsque toutes les autres entreprises américaines l'avaient abandonné. Le procédé d'extraction de magnésium à partir de l'eau de mer représentait un investissement en capital énorme et un risque technique que seul DAO était prêt à prendre. Sans cet investissement fait des années avant le début de la guerre, l'Amérique serait entrée dans la Seconde Guerre mondiale avec une capacité de production de magnésium négligeable. Le gouvernement reconnut finalement cette contribution. Bien que l'enquête sur le monopole demeure un point sensible dans l'histoire de l'entreprise, Willard Dow ne vécut pas assez longtemps pour voir l'ampleur de son accomplissement avec le magnésium extrait de l'eau de mer. Le 31 mars 1949, il mourut dans un accident d'avion à l'âge de 51 ans, alors qu'il se rendait de Midland au Texas. Sa mort marqua la fin d'une époque. Pendant 52 ans, de la fondation de l'entreprise par Herbert Dow en 1897 à la mort de Willard en 1949, un membre de la famille Dow avait dirigé Dow Chemical Company. La direction passa au beau-frère de Willard, les Landon, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise. Mais l'héritage de Willard Dow perdura. L'usine de magnésium extraite de l'eau de mer qu'il avait construite contre l'avis général et pendant la Grande Dépression se révéla essentielle à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa volonté d'investir dans une recherche apparemment impraticable, l'extraction de métal de l'eau de mer à des concentrations microscopiques, a porté ses fruits bien au-delà de la vision initiale de Herbert Dow. L'histoire de l'extraction de magnésium à partir de l'eau de mer par Dow est avant tout celle de la vision, du timing et de la chimie industrielle résolvant des problèmes stratégiques. En 1924, Herbert Dow rêvait de miner l'océan. Son fils Willard réalisa ce rêve pendant la Dépression alors que la sagesse conventionnelle disait que c'était économiquement absurde.
L'usine commença à fonctionner en janvier 1941, soit 11 mois avant l'attaque de Pearl Harbor, juste à temps pour jouer un rôle décisif. Sans Freeport, l'industrie aéronautique américaine aurait fait face à des pénuries sévères de magnésium. L'alternative, développer des dépôts minéraux, aurait pris des années supplémentaires. Ces années manquées auraient signifié moins de bombardiers au-dessus de l'Allemagne, moins de chasseurs pour les escorter, une guerre prolongée, plus de pertes humaines. La technologie était élégante à sa manière, utilisant uniquement des coquilles d'huîtres, de l'eau de mer, du gaz naturel et de l'électricité pour produire un métal d'une pureté exceptionnelle à partir de matières premières essentiellement infinies. Traiter 800 tonnes d'eau de mer pour obtenir une tonne de magnésium semble absurde, jusqu'à ce que l'on prenne conscience que l'océan renouvelle constamment ce que l'on en retire. Aujourd'hui, alors que des chercheurs explorent l'exploitation de l'eau de mer pour en extraire du lithium, des terres rares et d'autres matériaux cruciaux, ils suivent la voie tracée par DAO. L'océan contient des milliards de dollars de matériaux dissous. Le défi n'est pas l'abondance, mais l'économie et l'énergie. L'usine de Freeport n'existe plus, détruite après l'ouragan Francis en 1998, mais les connaissances qu'elle a générées, les techniques, la chimie, l'ingénierie des procédés perdurent. La production moderne de magnésium utilise toujours la réduction électrolytique du chlorure de magnésium, la même méthode de base que DAO avait perfectionnée. En 2012, le site qui abritait autrefois l'usine de magnésium à partir de l'eau de mer fait désormais partie du vaste complexe chimique de Freeport de DAO, aujourd'hui la plus grande installation de fabrication chimique intégrée de l'hémisphère occidental. L'océan dont Herbert Dao rêvait de miner en 1924 berce toujours les rives voisines, contenant le même magnésium dissous qu'il a toujours contenu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous savons qu'il est possible de l'extraire. Dow Chemical l'a prouvé en 1941, quand l'Amérique en avait le plus besoin. L'océan a été extrait pour en faire du métal. Le métal a permis de construire des avions. Les avions ont contribué à gagner la guerre. Et tout a commencé par l'idée audacieuse d'un chimiste selon laquelle on pouvait extraire un trésor de l'eau de mer, une tonne à la fois. 800 tonnes d'eau pour une tonne de métal, mais néanmoins possible. Herbert Dao avait raison en 1924. L'océan était une mine. Il n'a fallu à son fils que 17 ans pour le prouver.